Bon voilà, nous sommes donc le 1er septembre 2018, on a quitté Camaret ce matin sous le crachin, un vrai temps breton, et le soleil se lève doucement, là c'est très agréable. Nous sommes actuellement au nord de la chaussée de Saints, dans le nord-est du phare d'Armen, à peu près à 4 nautiques. Le vent s'est levé en sud-sud-est, on est à 5 nœuds surface, voire 6, et avec les 2 nœuds de courant on avance à 8 nœuds. Donc le bateau est au travers bâbord à mur. Les équipiers sont au taquet, tout va bien. On est en train de préparer le déjeuner et là on va faire le dernier contact VHF avec le sémaphore du Rat pour leur dire que nous sommes donc 11 personnes à bord et que nous allons vers Santiago de Compostelle et qu'ils ne nous reverront pas de sitôt. Voilà, donc j'appelle tout de suite en VHF le sémaphore du Rat. Ah, sémaphore du Rat, dès que j'ai une tête sur 10, contact parler. La station pour le sémaphore du Rat sur 10, bonjour. Oui, sémaphore du Rat, bonjour. Le voilier Exultet, donc actuellement dans le nord-est du phare d'Armen pour 4 nautiques, destination Santiago, Saint-Jacques de Compostelle, 11 personnes à bord. Je vous appelle donc pour vous dire que nous allons quitter la fréquence VHF. Et donc voilà, nous sommes normalement en destination de Santiago, Portocine d'ici 3 jours et 3 nuits. Parlez. Ok, merci pour les infos, c'est tout bien pris, et puis bon transit à vous. Merci, bon quart à vous et bonne veille. Voilà, donc on passe canal 16, canal de sécurité et de détresse, voilà, et puis a priori, voilà, c'est le dernier contact avec la Terre. Les téléphones portables ne captent plus, hein. On peut voir que même sur SFR, voilà, ils n'ont plus rien, je pense qu'Orange c'est pas mieux. Et voilà, nous sommes maintenant libres, hein, libres de la téléphonie, libre d'internet, face à l'océan et nous-mêmes, et donc à la grâce de Dieu pour aller jusqu'à Santiago, où si Dieu le veut, nous serons dans 3 jours et 3 nuits. Je suis partie parce que ça faisait 3-4 ans que j'avais redécouvert la foi, la prière quotidienne, que j'avais créé une relation avec le Seigneur. J'avais envie de faire le pari de vivre de ça à 100%. Et j'ai vu tous mes amis partir en volontariat, et quand j'ai lu la lettre de ce projet sur Facebook, je me suis dit que c'était ma manière de répondre un peu comme la Vierge Marie, oui au Seigneur. Pourquoi partir? Eh bien, quand j'ai vu l'annonce du projet, j'ai pris conscience que je ne pouvais pas quitter cette terre sans avoir vu autre chose que le quotidien dans lequel on est tous bercés, n'ayant jamais voyagé, n'ayant jamais vu autre chose que l'école, le lycée, la fac, et que c'est finalement, j'ai pris conscience que c'était une étape nécessaire pour continuer d'évoluer et de grandir. Évidemment, j'avais plein de doutes avant de partir. Je partais quand même complètement à l'inconnu. J'avais besoin d'apprendre à lâcher prise. J'avais aucun doute qu'on partirait. J'avais même peur que les bateaux partent sans moi. Les JMJ à la voile, c'est 20 jeunes, 2 skippers et une famille qui font cap sur Panama. Vous l'avez compris, l'aventure s'annonce compliquée. Mais pour y arriver, une seule personne à suivre, la Vierge Marie. Donc Marie, c'est elle qui a demandé à Jean-Yves et Elisabeth de monter ce projet. Et elle a été présente à tous les moments en fait dans le projet. Elle était présente sur la voile de Carmaï pendant les quarts de nuit. Chaque escale, il y avait au moins une église qui était consacrée à la Vierge qui nous accueillait. Nous, notre manière aussi de la rendre présente, c'était de créer un petit groupe chapelet qui priait le chapelet tous les jours, même parfois à 3h du matin avec un sur 2 qui dort, mais tous les jours. Ça a transformé ce pèlerinage parce qu'on a appris ce que c'était que vivre à l'école de Marie. Et vivre à l'école de Marie, en fait, c'est vivre avec une maman à laquelle on peut tout raconter, dans laquelle on peut un peu craquer dans ses bras. Jamais elle laissera ce qu'il a pris se perdre. Et à chaque fois qu'on a une question, elle nous a donné des signes et elle a su nous éclairer pour savoir ce qu'on devait faire.
les choses sérieuses commencent. Après 2 jours de mer dans le golfe de Gascogne, le Génois se déchire. Mais étonnamment, Tout d'un coup, je reçois un SMS, sail ready, donc la voile est prête de notre voilier à la Colonia. Il a réparé grand patin, donc ce soir nous appareillons direction le Cap Félicé, où nous allons passer une nuit mythique au mouillage, au pied du phare qui défend le Cap des Tempêtes. Tout arrive au dernier moment, comme d'hab. quel bonheur cette journée. Mais dès 15 jours finalement, j'étais le premier à dire dans 15 jours on explose tous. Moi je vous le dis, moi si ça continue comme ça, j'y crois pas une seule seconde. Mais je le voyais en bien parce que finalement une discussion, une dispute, s'il y a un pardon après, ça mène de plus grandes choses. On a accepté les remarques, on a accepté les choses qui étaient difficiles à entendre, mais pour avancer quoi. Oh là 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 là. Ah, Jean-Yves, c'est un caractère. Skipper de Kermaï, donc ancien pilote de ligne, il est très têtu. On était pour lui tous des enfants extraordinaires avec nos problèmes aussi, toutes nos disputes, tous nos pardons ont fait qu'on a avancé ensemble. Et moi je sais que je l'ai bien emmerdé à bien des reprises avec mon caractère. Thierry, c'est quelqu'un qui a une énorme soif d'idéal. C'est pour moi le prototype de l'aventurier qui porte son idéal jusqu'au bout. Et cette soif d'idéal est quand même corrélée à un côté très marche ou crève. Il a du mal, quand on lui dit quelque chose, à dire non ou voilà, à nous écouter. Et je pense que certains ont pu dépasser leurs limites grâce à lui. Mais pour d'autres, ça a vraiment été difficile. Son côté peut-être brûlé, qui a une ascèse de vie impressionnante. Je pense que j'avais jamais vu quelqu'un qui se sacrifie autant au quotidien. Il était le seul à dormir dans le carré sur une bannette arrondie, donc voilà, de manière pas confortable. Et puis il avait une vie de prière incroyable. Ça m'aidait à entrer dans la prière, en communion de prière avec tous les équipiers. À bord d'Estran, le 3e bateau de notre flottille, vit la famille Shetzen, Oscar, Philippine et leurs 3 enfants. Les bateaux n'étaient absolument pas prêts. Quand on voit Kermaï, il n'était même pas encore dans l'eau un jour avant le départ. Exultet, n'en parlons pas, il n'avait même pas le système de sécurité primaire qui était l'AIS pour pouvoir au moins voir et être vu par les bateaux aux alentours. Donc si on nous dit « est-ce que vous êtes prêts pour le départ ?», on n'était jamais prêts pour quoi que ce soit. Donc finalement, toute l'aventure tient à rien. Rien n'était prêt pour partir et pour aller vivre ce qu'on allait se prendre en face, que ce soit la mer, que ce soit les relations sociales. Et c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui s'est passé, c'est complètement irrationnel. La majorité d'entre nous n'avait jamais navigué, donc on a dû apprendre sur le tas. Mais finalement, on est tous arrivés en sachant naviguer. On va virer, les gars, faudrait y aller, oh oui. Stop, on n'est pas loin là, Charles-Antoine, stop. Après tu vois, à l'escale, on trouvera un truc avec une grosse panique, tu vois, qui viendra là. De manière, on choquera un petit peu la drisse pour étarquer et faire un truc plus propre. Donc moi, quand je suis arrivée à bord, je connaissais 3 mots qui étaient bordé, choqué et écoute. Donc le premier quart de nuit, c'était dans le golfe de Gascogne. La mer était très forte, j'ai pas osé prendre la barre. J'ai passé 2 heures assise, en silence, à rien faire. Et à me demander ce que je faisais là. Je suis heureuse, j'ai appris comment m'attacher parce que mes parents m'ont dit de ne pas tomber à l'eau. Et donc après, dès que le mal de mer m'a un peu quittée, je me suis lancé le défi d'apprendre le plus possible.
J'ai commencé par les livres de Thierry pour les scouts de 12 à 14 ans. J'ai appris petit à petit, en pratiquant, en essayant de me forcer à barrer tous les jours, à participer aux manœuvres, à tous les soirs aller faire un point sur la carte, jusqu'à maîtriser pas toutes les techniques, mais pouvoir être un équipier correct. Trop heureuse, 2 heures de quart incroyable avec Pierre, on arrive. Petit déj, petite load géniale avec le quart de 8-10, petit déj. Et là je vais partir en prière et lecture de l'Eucharistie. C'est encore moi, salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison. Thierry? Oui. Est-ce que tu pourrais nous mettre le bateau à plat pour qu'on puisse dévier? À plat pour qu'on puisse dévier. Il faut dévier sur des ordres. On est parti. Dans mon expérience de voile, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs types de cars assez différents. Certains avaient un pilote auto, d'autres non. Certains étaient en solitaire, d'autres non. Et qu'est-ce qu'un car, si ce n'est surveiller les bateaux qui pourraient entrer en collision avec le nôtre, surveiller des changements de météo locaux, surveiller le cap, et puis après, c'est prendre du temps aussi pour parler avec l'autre, avec celui avec qui on est de car. Et donc le car qui m'a le plus marqué, c'est celui où avec Rémi, il ne s'est rien passé, on n'a rien dit, on n'a pas parlé. Nous étions juste là ensemble à surveiller donc le bateau qui avançait toujours au même cap. Je tiens à remercier Clémence et Laurence pour leur moustiquaire. Super, merci beaucoup. Si ça peut nous empêcher d'avoir le palu. Et peut-être le ciel étoilé des quarts de nuit, ça c'est peut-être la chose de la création qui m'aura le plus marqué, cette grandeur. Et dès que j'étais à terre, à Dakar, je me souviens d'un moment, j'étais à Kerguilaï, un monastère, d'être ressortie des complésoires et d'avoir vu le ciel étoilé. Et là, je me suis dit, ah oui, j'ai vraiment hâte de retourner sur le bateau, de revivre ces 2 heures de quart où il y a la voûte céleste autour de moi, où c'est une pluie d'étoiles filantes, où on navigue en se faisant guider par les étoiles. Et vraiment maintenant, même en France, partout, à chaque fois que je vois un beau ciel étoilé, je suis transportée et je retourne d'une certaine manière sur le bateau. On avait donc ceux qui géraient l'intendance, ceux qui géraient les réparations, la communication avec la terre, ceux qui étaient chefs de quart. Donc il y en a qui étaient vraiment assignés à un service en particulier, d'autres qui étaient plus mobiles. Donc la plus difficile, c'est l'arrière, d'accord? Parce qu'avec le vent, il va me décoller naturellement. Le ponton n'est pas très long, donc le principal, c'est que l'équipé arrière saute vite. Allez hop, tu tournes, tu tournes. Voilà. Première leçon en mer, toujours aller au bout des choses et ne rien faire à moitié. Un placard qui a été oublié, ça finit par plus d'assiettes pendant la fin de la nave parce qu'elles sont cassées. Tu te couches en te disant il y a un bruit bizarre, tu lis dans le carnet de bord que la voile s'est déchirée 2 heures après. Donc c'est vraiment aller au bout des choses au quotidien et une vraie leçon de rigueur. Deuxième leçon, une grande phrase de Thierry. Il faut beaucoup d'humiliation pour faire un peu d'humilité. Parce que quand on est à 25 ans, on est bac plus 6 et on se retrouve sur un bateau où on ne sait rien faire. On doit accepter les ordres, on doit accepter aussi les limites de chacun et nos propres limites, et c'est pas évident. Et de 50, ils peuvent avoir 50, 100 mètres d'écart. Alors 50-100 mètres d'écart, quand tu es au milieu de l'Atlantique, vu l'échelle de la carte, tu t'en fiches. Et quand tu rentres dans un port, si tu reportes le point ex abrupto du GPS, tu as un décalage. On va redescendre encore pendant 2 heures. Donc ça tombe bien, on a le courant avec nous, mais dans 2 heures, il faut qu'on soit passé parce que voilà, qu'on est dégagé. Donc tu t'approches pas plus. Si le bateau jute un peu trop, vous choquez tout doucement la demande. Hein. À vous de voir, on est bien, on est au plein travers là. Oui. Alors j'ai eu la chance de, dès le départ, être pris un petit peu sous l'aile d'un des skippers, le skipper de Kermaï. Qui m'a vraiment formée pour que j'ai un peu toutes les connaissances utiles sur son bateau. Donc aussi bien comment bien tenir la barre, régler les voiles, intervenir sur toutes les parties, tout l'aspect navigation, mais aussi savoir un petit peu comment fonctionnait le moteur, quels étaient les points faibles du moteur. J'ai vraiment eu un condensé assez rapide de tout ce qu'il fallait connaître sur le bateau. Et je me suis retrouvée, alors que j'avais aucune connaissance en voile quand je suis partie, à très vite être capable d'être chef de quart et même plus tard seconde à bord du bateau. On est arrivé sur le Tage, le fleuve qui longe Lisbonne, et puis Thierry a vu sur la carte qu'il y avait une zone de mouillage. Alors on y va, et là on se trouve face à la place du commerce avec un immense escalier qui descend sur le Tage et 2 grandes colonnes, et on mouille juste devant. On arrivait et tous les touristes nous regardaient un peu ébahis, mais qu'est-ce qu'ils font là et tout.
Et puis on a eu l'idée du coup de hisser la grand voile de Kermaï avec le dessin de la Vierge à l'enfant. Et comme ça, il y a à mon avis plusieurs milliers de touristes qui ont pris en photo ce bateau avec la Vierge Marie. Et donc c'est assez remarquable, un très très bon souvenir. Les changements d'équipage étaient rudes, on devait changer toutes les 2 semaines pour pas s'habituer à un bateau, à défendre les intérêts d'un même bateau. Et je me rappelle que moi j'avais toujours une petite transition de 2 jours pour commencer à me mettre par rapport au quart de nuit et au quart de jour que je devais faire, mes moments de libre, mes moments de prière. On n'a plus que 2 heures de libre potentiellement pour nous dans une journée, c'est très court. Alors l'abandon, c'est une expérience au quotidien à Cap sur Panama, quand on vit à 20 et qu'on est dépendant du vent pour arriver quelque part. Donc en fait, ce qu'on a vécu, c'est vraiment 20 jeunes qui décident de lâcher prise et qui laissent Dieu prendre la barre. Et tant mieux, parce qu'on a appris une chose, c'est que ce qui était bien plus beau, c'était pas de faire son petit truc qu'on voulait faire personnellement, comme moi aller voir des bâtiments ou aller faire un truc, c'était qu'on fasse un truc ensemble. Et voilà, finalement, l'abandon, c'est se dire avec Dieu, la vie, elle est incroyable. Et arrêtons d'essayer de gérer nos vies et d'en faire quelque chose de bien, parce que lui, il peut en faire quelque chose d'extraordinaire. Il y a venir quand on appelle. Laurence, il y en a toujours 15 qui en attendent. Pour un groupe de 20, l'inertie est terrible. Franchement, je pense qu'en termes d'escale, en termes de visites qu'on a voulu faire, on n'en a fait même pas un tiers. La preuve, on est ressorti qu'un budget finalement pas du tout utilisé pour toutes les visites qu'on avait prévues. Le chaouisme, c'est clairement le système D, c'est-à-dire qu'on est parti avec des bateaux qui n'étaient pas vraiment prêts, en tout cas pas vraiment prêts pour faire une transatlantique. On s'est adapté à chaque situation pour trouver des solutions qui fonctionnaient finalement, mais qui n'étaient pas forcément aux normes, on va dire. C'est ce qu'on disait, chaouisme, c'était un peu à l'arrache aussi. Antoine, est-ce que t'es safe? S'il te plaît. Elle a pas d'épaule. Rémi, tu peux m'expliquer le mauvais coup que tu es en train de préparer là? Écoute, les cuisinières n'ont pas préparé de gâteau. C'est une honte. On est obligé de... Et les cuisinières en général, c'est celles qui portent des boubous africains. C'est ça. Et donc c'est donc Blanchette. Et c'est surtout Mathilde. Vous n'avez donc absolument rien fait pour cet anniversaire. J'avais du mal à déléguer toute seule et que du coup j'avais besoin que les autres membres de l'équipage m'aident à déléguer. Chacun son tour, hein. Marie-Charlotte, elle a jamais fait ça. Voilà, tout s'est joué vraiment dans un équilibre à trouver et qui est instable, c'est le principe d'un équilibre, et qui passe beaucoup par la discussion et la communication. Après, à bord, ça fonctionne un petit peu comme une grosse maison ou une grosse coloc. C'est aussi un petit peu à chacun de réussir à communiquer, à participer au fonctionnement de la maison. Ça fait plaisir, ça fait partie. Les tensions courantes, finalement, c'était dans la tête, parce qu'on était une communauté, et en partant, on a accepté de partir avec des personnes que l'on ne connaissait pas, des caractères différents. Il fallait prendre sur soi, encaisser les paroles qui pouvaient être blessantes, les gestes, les petites manies de chacun. Il y avait une vie de groupe à maintenir. Dans le groupe, on a eu quand même quelques tensions. En 5 mois, c'est pas tout beau, tout rose. Ah, ça dégage! Arrête, Charlie, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est difficile de se donner pour les autres. Humainement, c'est trop limité. L'interaction sociale, c'est toutes les 2 secondes. Il y en a forcément un qui va te demander de prendre des lunettes dans sa chambre, un autre qui va te demander de la serviette, le gel douche. Donc, tu as tout le temps une question qui tombe sur toi et tu as forcément un moment où tu dis « Ouais, ok, c'est bon, j'en ai marre, tu te démerdes ». Et là, forcément, ça amène un « Bon, bah, je suis désolé, j'ai encore mal réagi ». Et ça, finalement, toutes les 5 minutes. Le nombre de fois où je me suis excusé pour les mêmes choses. Et c'est ça ce qui était difficile, c'était de constater qu'on tombe là, mais tout le temps au même endroit.
Alors le pardon, je pense que ça a été le ciment de la communauté Cap sur Panama. Quand on vit ensemble tous les jours, on est obligé parfois de faire des erreurs et le pardon est essentiel. Je me rappelle d'un pardon à bord de Kermaï où un skipper crie ta gueule à Charles-Antoine en plein milieu du repas et immédiatement lui dit pardon. Et à ce moment-là, en fait, il fait de cet événement un non-événement, alors que ça aurait pu être un peu un drame. Et je me rappelle également avec Pierre, pendant la transat, tous les soirs, on se disait pardon. On n'avait plus le courage de faire les efforts, on était trop fatigués. On n'arrivait plus qu'à être nous-mêmes, mais on s'aimait et on ne voulait pas se coucher sur notre colère. L'épisode de Gelves, on est en train de remonter le Guadalquivir de nuit et je suis de quart avec Thierry et François. Et à ce moment-là, Henri se réveille un peu spontanément et se joint à nous. Il est 6h du matin, on doit donner notre quart et on décide de continuer de veiller un peu parce qu'on est bientôt arrivé et que du coup on ne réveille pas les autres. On se met à chanter le cantique de Siméon et pendant le chant, Henri nous arrête et nous dit « Faudra faire attention, il y a des lignes électriques à 16 mètres, je ne sais pas si on passe. » Pour info, le mât d'Exultet, c'est 23 mètres. Je commence à dire « Oui, je les ai vues, elles sont derrière. » Un peu sûr de moi. Henri dit « Non, pas du tout. Ça, c'était celle qui était à 40 mètres. Il doit y en avoir d'autres. » Et à ce moment-là, on lève la tête et à, je pense, 100 mètres, on voit des lignes. Thierry il réagit immédiatement. Il prend la barre, il arrête Exultet et il engage un demi-tour. Et là, Thierry nous dit « On va se coucher, on verra demain. » Et pour la première fois, Thierry nous dit « On se réveillera demain à 9h. » Parce qu'en fait, on vient de vivre un moment de dingue où on est passé à quelques mètres de griller tout le bateau qui t'en a lu et de terminer le projet, voire beaucoup plus. La première escale vraiment clé, c'est Séville. L'aventure avait déjà bien commencé, mais j'étais vraiment pas sûr de vouloir et pouvoir continuer à quitter ses habitudes, c'est pas simple. Avec l'accueil qu'on a eu à Séville, avec la paroisse, avec les jeunes qui croyaient au projet presque plus que moi finalement, eh bien ça m'a donné envie d'aller jusqu'au bout et qu'on était sur la bonne voie. Au début, c'était difficile. Je me souviens quand on a quitté la Corogne, que j'avais vraiment pas envie de monter à bord. Il y a beaucoup d'éléments que j'avais pas pris en compte. Comme le mal de mer, par exemple. Mais finalement, ça a incité en fait à repartir. C'était nécessaire de reprendre le bateau pour découvrir l'escale suivante. Il y a eu la montée d'un sommet qui était le Djebel Toubgal, qui est le plus haut sommet de l'Atlas. Alors il y a eu des casses. Moi, dans le premier, j'ai pas fait attention à mon genou, donc j'en ai souffert. Mais ce qui était beau, c'était de nous voir avancer ensemble, encore une fois. Alors là, on est en plein milieu de la montagne, près d'un refuge de berbères. Et on va, dans 1h30, pour rejoindre notre refuge à nous, en espérant qu'il reste de la place pour faire une bonne petite nuit avant de gravir le Toubkal. Qui est à 4167 mètres. Sympa. Prochain appelé, direction l'Everest, l'Himalaya, sur le Tibet. Parfait. Un programme toujours. On se rôde là, c'est l'échauffement. C'est plus trop chaoui puisqu'on se prévoit sur 3 ans, donc on est commencé à être rodé. Exactement. Qui sont les autres? Oh là là. Ça va être bon là. Ça, Clémence. Clémence qui grimpe bien, doucement. Ensuite Anne-Laurence, vaillamment. C'est mon mécano dont la paire de bateaux est béante, qui marche comme un canard. Il y a Tony en rouge là, qui a gardé sa veste de quart. Il y a Duchesse dans le sillage avec Rémi. Nous sommes pratiquement arrivés à la première étape du Toubgal. Et on a grimpé 1500 mètres de dénivelé. Il est 19h30 et le refuge est enfin arrivé. On est au refuge à mi-chemin avec le sommet du Toubgal et on est prêt à partir dans une demi-heure. Quelle heure est-il? 5h45. On aurait pu partir à 3h du mat'. Avec notre petit déjeuner gratos. Ouais, d'accord, dans 2 heures on sera Allez, là-bas. au boulot. Ouais, mais enfin, c'est 4 heures. 3 heures de marche pour aller tout en haut à 4160 mètres. And make
Yes, Touquet 2018, 4167 mètres. Oh là là! Certains voulaient absolument aller là-haut, certains voulaient juste marcher ensemble, faire un esprit de pèlerinage, de marcher à l'esprit de Charles de Foucault. Moi, je me rappelle d'une matinée où on partait à 5h du mat parce qu'on voulait absolument avoir le lever de soleil. On l'a pas eu, on était trop lent. Mais on était, par exemple, avec Rémi et Clémence en train de monter et on se soutenait, quoi. On en bavait, on était en jogging, tout le monde avait des affaires professionnelles avec le sous-gant, le truc. Nous, on était en affaires de car, c'était ridicule. On passait pour rien du tout aux yeux des marcheurs. Mais c'était ça ce qui était beau, c'est que finalement, mais qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Mais ils sont là, ils le font parce que ensemble on y arrive, quoi. Et effectivement on arrive. Alors le petit couac, c'est qu'on n'arrive pas tous ensemble puisque certains préféraient ne pas le faire et je comprends. Mais en tout cas on a fait un truc et on s'est dépassé ensemble. Et de s'aider pour se dépasser personnellement, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors la réunion des Saouira, c'était un peu une libération pour tout le monde, une sorte de moment fort où chacun pouvait donner tout ce qu'il avait à dire et faire ressortir ses tensions. On avait noté pendant les semaines qui précédaient une forme de tension entre les deux premiers skippers. On a compris qu'il y avait des désaccords entre Thierry et Jean-Yves et qu'il fallait en parler. Je me suis vraiment sentie complètement déroutée face à leur comportement. Donc là, je suis sortie de moi et je leur ai dit en face que si c'était pour qu'ils continuent à se comporter comme ça ne valait pas le coup et que nous, ce qu'on attendait d'eux, c'était qu'ils se comportent en adultes et pas en enfants dans une cour de récréation. Et donc vraiment, il était temps qu'ils mettent de côté leurs différends pour se mettre d'accord, nous écouter si jamais ils avaient besoin de conseils et d'avis. C'est toujours difficile de dire ce que l'on pense. L'homme est finalement très bien doté d'une bouche et de langue pour parler, pour autant c'est toujours très difficile de dire ce qu'on pense. Parce que sur un bateau, notamment quand on navigue sur de longues distances et donc de longue durée, être en milieu clos et dire ce qu'on pense, c'est parfois dire ce qui ne plaît pas. On s'ouvre du coup à passer un mauvais moment avec la personne, pour autant ce moment il aura peut-être des belles... sur le moment on va peut-être s'engueuler, mais après coup il y aura peut-être de belles conséquences. Et c'est un moment qui a été finalement salvateur un peu pour la suite parce que nous, les équipiers, en constatant vraiment à quel point nos skippers étaient incapables de communiquer, et vraiment ça a été une grande déception pour beaucoup d'entre nous. Vraiment, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec des skippers les plus âgés qui ne parviennent pas à se mettre d'accord, à être juste unis à deux et à former un binôme cohérent pour nous mener jusqu'au bout. Et en fait, comme on a tous un peu constaté ça, finalement, on s'est dit, maintenant, ce qui va compter, c'est que nous, entre nous, on soit unis et que l'unité va passer par l'équipage, par les jeunes. Et grâce à ça, on va former une flottille soudée. Et donc, pour ça, en fait, la réunion des Saouira a été une énorme grâce. J'ai pas eu ce sentiment de dire « j'en peux plus là, cet équipage, je peux plus les voir ». Si, je l'ai eu, bien évidemment, mais pas à me dire « il faut que je les quitte, il faut que je parte ». Et c'est étonnant, d'ailleurs. Et pour ça, franchement... je le vois que par cette unité qu'on a créée dans la prière, dans les discussions, dans les pardons. C'était une unité de groupe qui est une famille, quoi. En construisant un groupe comme ça, avec les qualités de chacun, on a réussi à aller très loin, alors que chacun individuellement n'aurait jamais pu se dire « tiens, je vais prendre 6 mois, je vais aller au Panama ». Infaisable. Plein de enfants. Marie-Charlotte, calme-toi, Marie-Charlotte. L'image qu'on a découverte de l'église, c'est vraiment une église extraordinaire, une église qui était accueillante, vivante, une église simple, en même temps une église unie et riche de ses différences. Il y
visage de l'église qui m'a particulièrement marqué. C'était Monseigneur Riocreux, l'évêque de Guadeloupe. C'était impressionnant, on le voyait, qui nous accueillait, qui était très disponible, qui venait vers nous, un groupe de jeunes qu'il ne connaissait pas. Il a marché avec nous pendant une demi-heure en discutant, passionné, pour nous présenter son diocèse. Et vraiment, il y avait une passion qui se dégageait de lui. Et cet accueil reflétait vraiment l'ouverture du Christ qu'on peut lire dans les évangiles, sa disponibilité envers chacun. Et ça m'a beaucoup touché. Tout au long du voyage, nous avons eu la chance d'être accompagnés par différents aumôniers. Le père Philippe Néry, le père Marios Santos, le père Guillaume Antoine et le père Tanguy Marie. Au travers de toutes les communautés qu'on a rencontrées, j'ai surtout ressenti une église vivante et jeune. Clairement, cette église était pleine, c'était dynamique. Nous, on a eu la chance de rencontrer plein de jeunes en Mauritanie, à Dakar, au Cap-Vert, etc. Les différences culturelles qui m'ont le plus marqué, c'était probablement à Dakar. On a eu la chance d'être répartis au sein de familles. On était tous séparés, c'est-à-dire chacun dans une famille. Donc on ne pouvait pas se réfugier avec notre coéquipier. Et on a vécu leur expérience, qui est d'abord une expérience de vie de famille. Ils ont la famille au cœur vraiment de tout, de leur quotidien, etc. Ils vivent sur plusieurs générations dans le même logement. Quand on se baladait, on allait de maison en maison, on avait l'impression que c'était la maison de chacun, en fait. C'est ouvert à tous et même nous, on était super accueillis. Donc vraiment, ça, c'est la première chose qui m'a marquée. Et peut-être la deuxième chose, c'est leur notion de propriété, qui est très différente de la nôtre. D'abord, ils n'accumulent pas les biens de consommation, on ne stocke pas, et surtout, on partage tout. Vraiment, il n'y a pas vraiment la notion de « c'est à moi ». Tous les équipiers, on est repartis avec des habits que nous avaient donnés nos hôtes. Et en fait, j'ai repensé beaucoup à mes cours de géopo. On parle, oui, ce sont des pays en développement, en voie de développement, mais je me suis dit, mais quelle erreur de vouloir leur apporter notre modèle occidental qui vraiment va pas forcément leur faire aider à gagner en bonheur. Au contraire, ils vont peut-être perdre ces valeurs d'être centrés autour de la famille et du partage, et c'est trop dommage, quoi. Moins on a, plus on donne. Et tous les accueils qu'on a pu rencontrer, finalement, c'était une simplicité. C'est vraiment ce qui est dit dans l'évangile, ne gardez rien, quoi, parce qu'on n'emporte rien d'une part au ciel. Et en plus, on en oublie de donner aux autres. C'était des accueils, des leçons de vie, quoi. Ce qui m'a marqué dans les jeunes qu'on a rencontrés, c'est à quel point leur foi, elle était vivante. Qu'en fait, en France, on reçoit la foi en héritage et que ça nous donne une responsabilité. Et au contact de ces jeunes de Martinique, ces jeunes de Dakar qui louent, qui se retrouvent en communauté et qui ont des foi qui sont extrêmement rayonnantes et très engagées, ça me donne envie de dire en France, levons-nous et faisons bouger nos églises. Un des messages qu'on a le plus entendu, le plus redondant, c'était « Ah, c'est chouette de voir des jeunes Français qui s'engagent parce qu'on a besoin d'une église française vivante, et dynamique et engagée. » Eh bien, le plus marquant, je crois, c'est quand on arrive en escale de nuit et qu'on se fait une image complètement différente de ce que peut être la côte, avec l'éclairage des immeubles, des maisons, et que le lendemain, au réveil, on découvre un paysage totalement différent et dont les éclairages en fait, ne reflètent pas du tout la réalité du terrain. Autrement, quand on arrive en escale, l'impression de voir ce qui se passe sur la Terre autrement. Un peu comme quand on est en avion, on voit tout le monde petit, quand on est en bateau, bizarrement c'est la même chose. Quand on est arrivé en Martinique, par exemple, on avait l'impression que l'île était déserte. Parce qu'on ne voyait pas forcément la circulation.
Je me souviens d'une fois notamment où on s'est arrêté en pleine mer et qu'on voit ces rayons de soleil qui transpercent donc ce bleu turquoise indescriptible, qui nous invite juste à aller plonger, à aller dire mais allez voir en dessous, il y a plein de choses à voir. Et concrètement, la plongée, eh bien, certains vont sur la Lune pour ressentir la pesanteur. Et j'ai découvert qu'il avait la même sensation, qu'on peut passer dans une petite lucarne comme cela, juste en étant un petit peu agile. Qu'on n'imagine pas toute cette vie qui grouille et qui vit en dessous de nous, tous ces poissons, ces tortues sous la mer, ces oursins aussi. Et puis quand on pousse encore un peu les choses, et qu'on arrive dans des épaves, c'est magique. D'une messe à Fogo, c'est un désert volcanique où il n'y avait personne, un silence de plomb et une vue, mais on avait le cirque du volcan devant nous. Tu veux bien t'enlever de juste devant l'hôtel, voilà, t'as gâché mon super plan. Voici l'hôtel que nous avons mis une demi-heure à construire avant de nous apercevoir que le vin était parti avec Jules. Reviens! Le vin qui était perdu est retrouvé pour la messe. La rencontre qui m'a le plus marquée, c'est la rencontre de Jules au Cap-Vert, qui est un jeune Français de 18 ans, qui se sentait un peu enfermé dans son quotidien à Nancy et qui, après son bac, a décidé de partir sur les routes. Et donc nous, on le rencontre dans un port miteux du Cap-Vert. Ce qui m'a marqué de Jules, c'est sa simplicité et surtout cette ouverture à l'inconnu. Donc on lui propose de venir, il voit débarquer 20 cathos qui prient le chapelet, les laudes en latin, en français. Et en fait, il vient avec nous, quoi. Il monte à bord, il est motivé pour découvrir tout ce qu'on vit, pour participer à la messe, aux adorations, alors qu'il vient de passer 6 mois à vivre carrément dans la foi musulmane, qui est quand même très différente, et il ose. Voilà. Et ce que je garde de Jules, c'est des discussions extraordinaires, et même s'il ne connaissait pas Jésus, une soif de Dieu extraordinaire. Ça complètement débile d'être passé par ici. Que le Seigneur te protège sur la route où veillera ton ange. Que la Vierge te montre le chemin des étoiles où nous nous trouverons demain. C'est extraordinaire en fait de se dire qu'on va traverser l'océan pendant 3 semaines. J'ai vraiment hâte de pas voir la Terre pendant si longtemps et de savoir l'effet que ça fait. On vient de partir, on a bientôt plus de trou du frais, on a plus de faim, tout va bien. On est large. Enfin. C'est pas trop tôt, il était temps qu'on parte. Marie-Charlotte, est-ce que tu peux nous expliquer la manœuvre que tu es en train de faire actuellement? Le chemin du ciel. C'est la parade avant de partir, on vient montrer Exultet à tout le village. La rafale, la montée de Sego. Sérieusement, c'est pour avoir encore un peu de connexion avant d'être orphelin de la ville et d'internet. Et du monde, la ville au monde. Du billet tordu. Pays joie. 18h15, 22 novembre 2018, et la transatlantique commence. À bord, finalement, c'est, comme il a été entendu, beaucoup de prières, beaucoup de
cuisine, ça prend du temps de cuisiner pour 20 personnes. Donc les activités finalement se débutent à partir d'un certain temps, on va dire après 15h jusqu'à 18h, l'heure de la préparation du dîner. Est-ce qu'on a le moment où Clémence ne fout rien de sa journée? Oui, elle ne fait rien de sa journée. C'est bon, c'est enfin visible, on a la preuve. Juste avant d'arriver à Panama, j'avais ma petite joie de me mettre à l'arrière, avec la ligne de pêche derrière moi, de lire un livre avec une équipière. On parlait de ce livre comme ça pendant 1 heure. Et puis après, si on avait un petit peu de temps, on se faisait aller un écouteur pour 2 et puis ça partait en danse folklorique à l'arrière. C'est des joies finalement mais très simples, mais concrètes parce qu'on la vit à plusieurs. Première fois du monde des œufs en neige, j'ai en train de casser le fouet, c'est dire combien d'énergie et le cœur j'y ai mis. Voilà. Tu le destin, tu valides? Inédit sur Kermaï, un kiff aussi fort. Comment on mange à bord? Eh bien, on mange simplement. Et s'il manque des verres parce qu'il y a beaucoup de gîtes, et bah tant pis, on partage un verre avec tout le monde et on se pose pas de questions sur le partage des microbes. Alors, ça donne pas envie? On va vomir, c'est ça. Des lignes depuis 3 heures, on n'a pas pêché un seul gardon. Je me demande qui est le pêcheur d'ailleurs. C'est le mécano, il me semble. C'est un mécano. C'est un mécano, ouais. Qui est à la barre aussi. Moi j'avais par exemple la pêche qui me tenait très à cœur parce que les raviolis j'en pouvais plus, donc si on peut avoir un petit poisson c'était plutôt cool. Ça a été une activité très prenante, mais la joie était telle de remonter dans un poisson. On sait pas ce que c'est mais on a pêché quelque chose. Il y avait d'autres personnes qui faisaient de la couture parce qu'on n'avait pas assez de pavillons, comme en Mauritanie, je me rappelle de Clémence qui avait pris un sac de linge sale pour coudre dessus une sorte de lune jaune. C'était super bien fait, il y avait de la lecture, des discussions, c'était vraiment des temps de partage extraordinaires. Je me suis fait couper les cheveux pendant 2 semaines, chaque jour un petit peu. Et donc c'était vraiment très lent. Les résultats étaient assez particuliers et jour après jour, chacun pouvait apprécier, donner son avis, trouver qu'une tête à moitié coupée, à moitié pas coupée, c'était original. Bon, moi je me laissais faire, j'étais un peu dans l'abandon et ça me faisait surtout rire. Il y a d'autres activités qu'on peut faire l'après-midi, comme faire une lessive. Donc j'ai décidé de tenter l'expérience, d'accrocher tous mes vêtements sur un bout et de le faire tremper à l'arrière du bateau pendant 2 heures. Et donc j'ai récupéré mon linge comme ça, qui était très salé, mais en essorant bien, ça fonctionnait et ça ne grattait pas. Regardez cette ligne de pêche incroyable. Et la confiance, puisqu'il a même pas mis de nœud au bout au niveau de sa main, donc si ça glisse, il perd tout. Le fait de partir aussi, c'était un peu comme s'imposer une résolution obligatoire. Parce qu'une fois qu'on est sur le bateau, bon bah on n'a pas le choix, on peut pas sortir et puis aller ailleurs. La vie en mer s'est montrée très différente de celle qu'on peut avoir sur Terre. Notre journée n'est pas du tout identique à celle qu'on a à la maison. On est fatigué beaucoup plus rapidement. Tous les gestes de la vie quotidienne prennent beaucoup plus de temps. Par exemple, juste aller aux toilettes, eh bien, il faut commencer par ne pas se cogner, ouvrir une vanne, pomper, ouvrir une autre vanne, et ensuite ressortir. Et... Manon, 8e jour de transat, bientôt la moitié. Dans quel état es-tu? Non, ça va. On voit pas les jours passer. C'est même trop rapide. Donc, la vie d'équipage, je trouve qu'elle était très structurée autour de la prière et ça nous a beaucoup soudés.
Le matin, on avait les laudes. Avant le déjeuner, on avait un temps de prière, de méditation sur les lectures du jour, ou une messe si on avait un prêtre à bord, ce qui était exceptionnel. Dans l'après-midi, on avait des chapelets, chapelet à la miséricorde, chapelet classique, et en fin de journée, des complis. On ajoutait à ça les angélus et les bénédicités, et ça formait une vraie structure à notre journée. C'était vraiment génial au départ d'avoir ce rythme de prière où vraiment c'était un moment où on se retrouvait tous ensemble et où on partageait quelque chose d'important tous ensemble. Le fait qu'il y en avait un qui se levait le matin me donnait la force de moi aussi me lever pour des prières que j'en avais marre. Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain moment, au bout d'1 ou 2 mois, ça faisait beaucoup. C'était vraiment... on avait un peu l'impression, enfin moi en tout cas j'avais un peu l'impression que c'était quelque chose de forcé et que ça partait un petit peu moins du cœur. Et il a fallu aussi admettre que la prière, c'était pas seulement toujours quelque chose de facile et de plaisant tous ensemble, et que c'était aussi dans la régularité et dans l'effort de la prière que cette prière pouvait porter tout son fruit. Un point fort pendant la Transat, ça a été la rencontre de chaque équipier, beaucoup plus en profondeur. C'était la première fois qu'on passait 2 semaines entières sur l'eau, voire plus sur certains bateaux. Et c'était vraiment l'occasion de découvrir chaque personne comme elle était en vérité et de l'aimer comme ça. On avait tous dû renoncer à beaucoup de confort pour ce pèlerinage. Chacun avait dû faire des sacrifices. Et que pour pouvoir, entre guillemets, s'aider à aller jusqu'au bout et à accepter ce renoncement, c'était peut-être important d'avoir un truc sur lequel on continuait, entre guillemets, à se faire plaisir. Personnellement, moi, par exemple, j'ai besoin d'un fruit le matin. C'est un peu tout ce que je demande sur le plan alimentaire. Et donc, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où tous les matins, je pouvais manger un fruit, et le reste, peu importe. Et donc, ça m'a appris à accepter chez les autres ce qui, au début, pouvait m'irriter. Mais en fait, cette personne, elle a besoin de ça, au même titre que moi, j'ai besoin de mon fruit le matin. Et à partir du moment où elle aura ça, elle va accepter tous les autres renoncements sur le plan du confort. Alors, à titre personnel, et souffrant du mal de mer, et étant assez difficile alimentairement parlant, je me suis préparé une petite réserve de gâteaux clandestines pour en cas de coup dur. Voilà. Non, parce que je voulais pas piquer dans le stock du collectif. C'est ça. Le plus gros épisode de casse qu'on ait eu, c'était sur Kermaï, à 4 jours de l'arrivée de Transat. Il était 4h du matin, j'étais toute seule à la barre. Ça faisait à peu près 10 heures qu'on avait un sale temps. Et tout d'un coup, j'ai le bateau qui a empanné. J'ai tout de suite crié pour appeler le skipper à l'aide qui est arrivé très rapidement. On a mis le moteur pour essayer de remettre le bateau sur sa ligne. Impossible, il fallait laisser le bateau aller pour se laisser nous le temps de comprendre ce qui s'était passé. On a entendu un énorme crac. C'était la baume qui s'était cassée, la grand voile qui faceillait complètement, la baume en 2 morceaux qui pendait. On a très vite réagi. L'équipage est venu nous aider. On a affalé la voile. J'étais complètement sous le choc. Et en arrivant pour mon quart suivant, on a découvert que le génois s'était déchiré. Là, c'était vraiment le coup de trop. Heureusement, il nous restait à ce moment-là plus que 3 jours pour arriver en Martinique. Rémi, nous sommes à 50 nautiques de l'arrivée. Ouais. Comment est-ce que tu te sens? J'ai envie de faire demi-tour parce que c'est trop bien le temps. Et là, le ciel est juste ouf ici. Terre en vue! La Transat est finie, oui, la Transat est finie. En Martinique, après 18 jours de mer, ça a été assez sympathique de retrouver la terre. Et d'arriver aux Antilles, c'est toujours un peu idyllique, de découvrir vraiment, encore une fois, quelque chose de nouveau après avoir vu l'océan pendant presque 18 jours. Je retiens 18 jours hors du temps, couper du monde et prendre du temps pour soi-même. Tony, t'as pas oublié un truc? Ah mais je sais pas si je peux le dire. J'étais inquiet que Exultet ne soit pas arrivé en même temps que nous pour qu'on puisse faire le changement d'équipage. On avait besoin après 18 jours de mer, au moment de renouveler l'équipage et de se remélanger avec le reste du groupe. Exultet,
qui n'a pas vraiment envie d'attendre les travaux de Kermaï, arrive en Guadeloupe. Donc pareil, très dur pour les équipiers qui ne comprennent pas. Ça fait 1 mois qu'on ne s'est pas vu, ça fait vraiment long. Je pense que malheureusement, quand on est en mer, on a peut-être une communication beaucoup plus difficile avec les autres bateaux, communiquer juste par Iridium. Et quand on a appris que Kermaï avait des soucis, allait devoir rester longtemps au marin, et que le bateau filait vraiment tout droit vers la Guadeloupe, que c'était d'une manière plus cohérente, c'est là où nous portait le vent. Thierry nous a dit voilà, le vent nous porte en Guadeloupe, on a 3-4 jours de battement entre guillemets, est-ce que ça vous dit de faire un petit entre guillemets crochet de détour par la Guadeloupe? Et il a mis un peu cette décision au vote au sein des équipiers, et il s'est trouvé qu'on a pris cette décision. À ce moment, nous sommes à 1 mois de l'arrivée. L'unité de groupe est bien plus fragile que prévu. Mais heureusement, lorsque les difficultés sont trop grandes, c'est la Providence qui prend le relais. Je me rappelle d'une homélie de Monseigneur Gobillard, intervention un peu divine, qui nous parle de la charité et qui nous dit c'est avant tout se mettre à la place les uns des autres. Grâce à cet effort qu'on a fait à partir de ce moment-là, de comprendre que quand on fait une escale en plus, les autres ça les frustre parce qu'ils ne peuvent pas voir ça, de comprendre les ressentiments de chacun, on décide de passer en fait par la République dominicaine et Haïti et qui nous permet de vivre des moments extraordinaires. Qu'est-ce que c'est que ce sketch-là? Complètement à la masse. C'est pour ça que vous faisiez un raffut ce matin. Après les tensions de la Transat, on se rassemblait tous autour de la naissance de Jésus et finit un peu toutes les tensions post-Transat liées à la séparation, à l'arrivée des bateaux pas au même endroit. Et donc pour ça, ça a été un moment vraiment chouette. C'est quoi la fête aujourd'hui? C'est quelle fête aujourd'hui? Noël. Alors on dit quoi? Je sais pas. Joyeux Noël. Ah voilà, enfin quelqu'un qui tilt quoi. Allez Louise, montre-moi cette assiette s'il te plaît. Très intéressant. Des crêpes à en quantité limitée. Elles sont trop belles. Toutes petites, toutes mimi. Noël en Guadeloupe, je pense que c'est un moment où on a réalisé que finalement, notre famille, les proches avec qui on a l'habitude de passer Noël, ne nous manquaient pas tant que ça. On était frères et sœurs. C'est très beau tout ça, mais les JMJ commencent dans 14 jours. Il est temps de partir pour notre dernière navigation, prévoyant 12 jours de mer. Il ne s'agirait pas d'être en retard. Alors que tout semblait si bien parti, à 5 jours du début des JMJ, le vent nous lâche en pleine mer des Caraïbes. Je me souviens surtout de la dernière pétole qu'on a eue avant d'arriver à Panama. On était un peu stressés parce que c'était un peu bête d'arriver à Panama en retard pour les JMJ alors qu'on était parti 5 mois avant. Ça aurait été un peu le comble. Mais j'ai l'impression que Dieu nous a offert ce moment pour se reposer et profiter de ce moment en mer. C'était le dernier moment qu'on passait en mer et c'était merveilleux. Eh bien oui, les bateaux sont bien arrivés au Panama. Ah bah ils étaient un peu plus cassés qu'au début. Étonnamment, ils y sont arrivés. L'un des plus grands paris de ces 6 derniers mois. Et c'était assez magique. Je revois Thierry qui disait « C'est providentiel ! 1 an, jour pour jour, on était à Paris en train de faire la première réunion d'organisation du projet. »
Si j'avais un message à faire passer, je dirais engagez-vous et n'hésitez pas à vous lancer dans une aventure. N'ayez pas peur d'y aller, foncez et lâchez-vous. Trois ingrédients pour la sainteté, prier, servir et oser. Et d'apprendre à se laisser surprendre par Dieu et par les autres aussi. Un truc à transmettre, ce serait de ne surtout pas attendre d'être prêt pour commencer à vivre pleinement.